Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. À chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et modèle nos sociétés. C'est avec grand plaisir que je m'entretiens aujourd'hui avec Elliot Aubin et Saïm Ahmed, photographes indépendants. Les deux ont débuté à exercer le métier en 2018. Leur point commun est qu'ils sont tous deux spécialisés dans le portrait, mais qu'ils regroupent aussi de grandes communautés sur Instagram, respectivement 115 000 et 40 000. Nul n'est exempt de l'influence du milieu socio-économique dans lequel il évolue. Nous sommes exposés chaque jour à des milliers d'images issues de la culture muséale, mais aussi et surtout d'Internet, de la télévision et de la rue, qui conditionnent notre rapport au monde et au beau et nous encouragent dans certaines directions lorsque nous sommes créateurs. Avec Elliot et Saïm, j'aimerais discuter de leur conception de la photographie et de son esthétique, mais aussi de la façon dont ils envisagent les liens entre photographie et influence. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous pourriez débuter par votre présentation et la présentation de votre travail en commençant par toi, Elliot ? Alors bonjour, moi c'est Elliot Aubin. J'ai commencé du coup la photo en 2018, on va dire plus professionnellement. Donc voilà. Alors après moi c'est une passion que j'ai depuis, la photographie est une passion que j'ai depuis très longtemps. J'ai dû commencer vers 8-9 ans. On va dire que j'ai toujours aimé ça. Donc là aujourd'hui actuellement je suis photographe et vidéaste professionnel basé sur Paris et Nantes. Bonjour, alors moi c'est Saïm. Moi au niveau de la photo, c'est quelque chose quand même qui m'est arrivé un peu de manière très hasardeuse. C'est-à-dire que j'étais en Angleterre dans le cadre de mes études d'ingénieur, donc qui avait rien à voir avec la photo. Et j'ai rencontré des gens en école de photo là-bas et qui m'ont introduit un peu à cet univers-là. Et du coup en ayant passé beaucoup de temps là-bas avec eux, ça m'a quand même assez inspiré. Alors évidemment je faisais un peu de photos avant, mais c'était très au téléphone, etc. Rien de très sérieux. Et ça m'a tellement inspiré, j'ai tellement voulu me lancer que quand je suis revenu du coup en France, après les 2 mois passés en Angleterre, je me suis mis à fond et j'ai acheté un appareil et c'est là que j'avais créé mon compte Instagram justement. Et j'ai commencé à poster, voilà, sans penser à ce que ça donnerait, etc. Et puis voilà, puis avec les réseaux, ça m'a un peu lancé dans la photo. Et puis après, je me suis lancé en pro assez vite aussi, parce que justement, avec les réseaux, des opportunités sont arrivées et du coup, j'ai pu me lancer en pro. On reviendra sur ce sujet de l'influence un petit peu plus tard. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre rencontre ? Alors notre rencontre, très bonne question. Et elle s'est faite au salon de la photo il y a 2 ans. C'est ça. C'est ça. Et en fait moi j'étais sur le stand Sigma, voilà, avec qui je collabore depuis du coup 2 ans. Et en fait Saïm était là, mais vraiment pas en tant que photographe. Et puis c'est vrai que du coup suite à ça, Saïm est venu vers moi en fait et il m'a dit tiens Elliot, je te suis. On a parlé un peu, puis il m'a montré son travail et c'est vrai que j'ai directement accroché. Il y a pas mal de personnes qui m'envoient leur profil et du coup j'aime bien dire voilà ce que j'en pense réellement. Mais c'est toujours un peu délicat quand voilà c'est pas forcément notre style, etc. Et là pour le coup Saïm c'était vraiment un coup de cœur et je savais même pas comment le dire. Et du coup en fait on s'est recontacté par la suite et on a fait pas mal de projets ensemble. Est-ce que vous pourriez tenter en commençant par toi Saïm de décrire le style de l'autre ? Alors Elliot, au niveau de son style, au niveau des portraits, l'environnement joue beaucoup, je pense, comme moi aussi en quelque sorte. Mais après, ce que je vois dans ses photos, par exemple, c'est il va pouvoir mettre en avant ses modèles en assombrissant peut-être un peu l'environnement autour de la modèle pour bien qu'il y ait la lumière sur la personne, pour bien les détacher un peu du décor. Et puis après, voilà, ça, c'est vraiment des portraits. Je vois des portraits environnementaux, même si ça change peut-être récemment, je sais pas. J'ai vu des photos un peu plus mode, un peu plus... donc avec beaucoup plus de stylisme, etc. Mais voilà, je pense que c'est un mélange de portraits environnementaux, cinématographiques, plus portraits mode. Par rapport au style Saïm, je te rejoins sur l'aspect cinématographique. On voit que c'est vraiment ça qui prône dans ton travail. Il y a aussi, c'est très axé sur la mode avec beaucoup de postures, on va dire, originales. Et c'est ça qui le démarque, je trouve. Voilà, c'est très, on va dire, original et ça change de ce qu'on peut voir. Et voilà, tu joues aussi sur le regard, ça c'est quelque chose de commun. Et sinon, je trouve que t'as un côté très vintage aussi et très américain un peu. Je sais pas comment expliquer, mais une vibes un peu américaine, quoi. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur vos parties pris personnelles ? Est-ce que l'autre a bien décrit votre esthétique ? Complètement, ouais. En fait, je sais que pour moi, l'arrière-plan, le décor est
tout autant important dans le sens où je veux que ça ajoute du détail et que ça voilà, finisse bien la photo. Moi, je pense qu'il a bien décrit aussi, et c'est vrai que l'aspect cinématographique, c'est quelque chose que j'explore de plus en plus. Avant, je faisais des choses un peu plus posées, etc. Et maintenant, c'est plus une ambiance. Je vais en premier lieu regarder le décor quand je shoot, et après essayer de placer la modèle ou le modèle dans ce décor-là. C'est vraiment essayer d'avoir plus une scène de film plutôt qu'un portrait trop rapproché ou quelque chose comme ça, voilà. Donc là, on parlait d'esthétique, mais est-ce que vous pensez que vos travaux respectifs font appel à des émotions différentes ? Moi j'aime bien capturer chaque personnalité et donc du coup jouer avec le regard. Et donc forcément chaque image est un peu faite en fonction de la personne que je prends et du coup l'intensité varie en fonction de ces personnes-là. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est que chacun apporte soit quelque chose de joyeux, soit quelque chose de plus mélancolique. Par rapport au fait que ça soit très cinématographique, c'est ça qui fait que ça me rapproche de la réalité aussi, de quelque chose de simple, enfin sans être trop superficiel quoi. Moi, je pense, ce que j'essaie vraiment de dégager le plus, c'est la nostalgie surtout. J'essaye, mais c'est encore un travail sur le long terme, c'est essayer de faire en sorte que les photos soient un peu hors du temps, qu'on puisse un peu les voir dans quelques années et se dire, ah voilà, c'est pas quelque chose qui aura trop vieilli en se disant que c'est trop un effet de mode, même si c'est compliqué avec les réseaux. Mais voilà, j'essaie de faire ressortir ce côté un peu nostalgique, d'où aussi tout ce côté vintage au niveau du stylisme, etc. Voilà, pour qu'il n'y ait pas vraiment un time frame dans la photo. Donc vous travaillez à la fois pour des particuliers, mais aussi pour des professionnels. Pour quel genre d'entreprise pouvez-vous travailler ? Alors, au niveau des entreprises, ça peut être des entreprises, par exemple des marques de vêtements, allant dans tous les styles, c'est-à-dire vêtements, maroquinerie, chaussures, couvre-chef, tout ce qu'on veut, en fait, toutes ces entreprises-là et toutes ces pièces de vêtements-là différentes ou d'accessoires vont toujours se coller à du portrait dans tous les cas. Après, je fais aussi d'autres choses qui ont rien à voir avec du portrait, ça peut être de l'immobilier ou même de la photo de restauration, donc photographie culinaire. Donc je pense un peu de tout. En fait, ce qu'on présente sur notre Instagram, c'est un aspect, mais quand on est pro, moi j'ai d'autres jobs du coup très très différents. Ça peut toucher vraiment à tout. Du coup, un peu la même chose que Saïm, dans le sens où moi je travaille avec des marques de vêtements, comme j'ai travaillé avec Bisbee, par exemple. J'ai aussi collaboré avec l'agence qui gère la partie Netflix France. Et donc du coup, j'ai un shooting avec un des acteurs d'une série qui est sortie sur Netflix. J'ai aussi travaillé avec des agences de marques de cosmétiques. Donc voilà, je touche un peu à tout, on va dire, même de la téléphonie mobile. Voilà, le but c'est de mettre toujours en avant soit le produit, soit le modèle, voilà. Mais forcément, il y a des préférences dans ces travaux-là. Moi, je sais que j'ai adoré travailler avec cette marque de vêtements parce que du coup, on met en avant les modèles, mais aussi du coup le stylisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche de ce que je fais. On en parlait ensemble avant de commencer cette interview. Il vous arrive aussi d'organiser des workshops, surtout toi, Saïm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ? Souvent, j'ai beaucoup de questions sur beaucoup de choses, que ce soit du matériel, sur comment se lancer, sur comment je fais pour mes photos, mon process, etc. Donc en fait, toutes ces questions-là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être quelque chose à donner aux gens, etc. Mais je ne peux pas, par exemple, répondre à tout le monde, tout le temps, etc. Ça me prend énormément de temps. Et justement, avant que le confinement tombe, ça faisait déjà quelques mois que j'écrivais un peu un cours. Alors bon, ça c'est plus mon côté, je pense, pédagogue, que ça soit dans la photo ou même dans d'autres disciplines. Avant, j'aime bien partager, etc. Et surtout être un peu prof, c'est-à-dire apprendre aux gens et de les voir ensuite réussir avec ce que je leur transmets. C'est une satisfaction un peu personnelle. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas faire des workshops, surtout en période de confinement où je pouvais juste être à distance. Et du coup, c'était pas mal. Et de faire ça en ligne. Et je pensais pas du tout, au début, quand j'ai commencé, que ça allait avoir cet engouement-là. Parce que comme j'ai une communauté un peu aussi américaine et des gens d'un peu partout, j'ai pu utiliser du coup le fait que je sois un peu bilingue pour donner des cours aussi en anglais. Et en fait, il y a eu un énorme engouement et c'est assez satisfaisant. Je suis pas du tout à cheval sur les horaires. J'ai fait des trucs où j'ai dépassé 3 heures, 4 heures, juste parce que ça me passionne d'expliquer aux gens un peu. Et on en réapprend nous-mêmes toujours sur notre process, etc. Ça nous fait réfléchir, je pense. Pour ma part, j'ai pas beaucoup encore exploré ce côté, cette partie du métier. J'en ai fait un seul, du coup, qui était basé sur la danse, avec Lauriane Cateloa-Rose, du coup, la danseuse qui est partie avec nous aux US.
Et j'ai beaucoup aimé parce que comme tu dis, c'est du partage et en fait, c'est ce qu'on aime faire et en fait, et du coup, on pose des mots sur ce qu'on fait, sur nos actions, sur ce qu'on réalise au moment même. Comme moi, je suis autodidacte, j'ai pas vraiment pris le recul sur ce que je faisais exactement. Et du coup, c'est un travail d'introspection qui est hyper présent. Je profite de votre présence pour aborder le sujet de l'influence en photographie. Qui sont vos grandes influences personnelles en matière d'image ? Alors en matière d'image, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup d'influences très américaines, comme l'avait soulevé Elliot. Et du coup, c'est toujours un peu le cas. C'est-à-dire, je vais aller voir par exemple des comptes comme Andrew Cairns, Joe Greer, je sais pas si les gens connaissent, mais voilà. Et puis un peu aussi côté Allemagne, par exemple Jocelyn. Et côté français aussi, Théo Gosselin, qui est pas Jocelyn du coup, mais voilà. Et voilà, donc c'est vraiment des influences cinématographiques / argentiques. J'ai aussi quelques inspirations, même si mon style est complètement différent de leurs travaux. Par exemple, j'adore Alessio Albi, c'est vraiment un photographe que je suis depuis maintenant quelques années et je trouve que son style est très cinématographique justement, mais vraiment poussé et très épuré en fait, et c'est vraiment ce que j'aime. Il y a aussi Steven Bernard qui est un photographe espagnol que je connais du coup, que j'ai vu évoluer et j'ai toujours été inspiré par ce qu'il faisait. Et c'est vrai qu'il fait des clichés qui sont complètement différents des miens, mais j'ai pu prendre ce que j'avais envie de son travail et voilà. La photographie est une expérience non linéaire dans la mesure où le résultat obtenu dépend de l'intention initiale du photographe, mais aussi des capacités techniques de l'appareil, de la sélection et de la retouche. C'est donc un processus à 4 variables indépendantes où l'influence d'autrui peut se manifester à chaque étape. Saïm et Elliot, dans quelle mesure vous sentez-vous influencé dans votre travail ? Moi, je pense que les réseaux peuvent vachement influencer. Enfin, moi, au début, m'avait influencé en tout cas sur mon travail. C'est-à-dire que il y a des formats particuliers, par exemple sur Instagram. Et ces formats-là me bridaient beaucoup parce que quand je commençais en photo, c'est comme j'ai commencé avec Instagram et c'est pas une erreur, mais on commence tous un peu avec les réseaux. Rien que voir le format un peu dédié pour Instagram, qui est le 4/5e vertical, ça me bridait, c'est-à-dire que comme avant je faisais du paysage par exemple, avant d'avoir commencé le portrait, dès que je prenais des photos de paysage, j'avais le réflexe de les prendre par exemple en vertical, les recadrer en 4/5e en fait, parce que la finalité de mes photos était Instagram. Et je pense que c'était pas une bonne façon de voir mon travail en prenant Instagram comme la finalité de mes photos. Donc il y a eu un moment, j'ai eu un déclic et que je me suis un peu éloigné de ça. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain et qu'on prend les photos et qu'on pense Instagram en tant que finalité, ça peut brider très vite. Et dès que je me suis délié de cet aspect-là, j'ai été beaucoup plus créatif. C'est vrai que ce côté Instagram, il m'a été aussi reproché par des photographes, justement. Et on m'a dit une fois, mais tu fais de la photo Instagram, Elliot. Et je l'avais vraiment mal pris. Je sais pas pourquoi, pourtant il y a aucune... Enfin, c'est pas forcément négatif. Mais c'est que du coup, c'est comme si on m'enlevait de la case photographe. Voilà, photographe. Aujourd'hui, je rejoins Saïm sur le fait qu'il faille changer un peu et juste faire ce qu'on a envie et non pas ce que les gens attendent aussi, enfin, ce que l'application attend de nous. À votre avis, c'est quoi la photo Instagram, justement ? Ces critiques que peuvent vous adresser des personnes, qu'est-ce que ce terme recouvre finalement ? En fait, il n'y a pas, je pense, de photos Instagram en tant que telles, c'est juste des trends. C'est-à-dire que par exemple, on va voir un certain style, je sais pas, de photos qu'on va voir une certaine période et l'année d'après, ça va être une autre période. Et quand ce style-là est mis en place par une personne influente, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont aller suivre ce style-là aussi. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, je pensais pendant le confinement ce qui s'est passé avec Alessio Albi justement, qui a mis en place par exemple les FaceTime shooting. Tout le monde s'y est mis sans forcément voilà. Et c'était, je pense, que c'est juste des trends que les gens peuvent suivre facilement vu que c'est ce qui marche sur Instagram et que du coup les gens veulent fonctionner sur Instagram. Enfin, c'est ça pour moi la photo Instagram, c'est-à-dire des gens qui vont beaucoup consommer du contenu sur Instagram. Qui vont essayer d'imiter au maximum sans forcément eux-mêmes créer le contenu sans, comme tu disais Elliot, il y a beaucoup d'informations et je pense moins tu regardes de l'information sur Instagram et plus tu vas dehors toi créer des nouvelles choses, plus tu vas être celui qui va justement commencer cette nouvelle, un nouveau trend et tu deviens plus une référence que quelqu'un qui va prendre des références. J'essaie de regarder de moins en moins en fait ce qui se fait. Je préfère passer ce temps-là à essayer de créer même des choses qui fonctionneront pas et tester que de trop regarder parce que après on risque de trop se caler sur ça quoi. Quand on regarde tout ce qui se fait, ça peut vite être compliqué parce qu'on se dit bah j'aimerais faire ça mais c'est déjà fait, j'aimerais faire ça mais c'est déjà fait aussi et ça peut être en fait juste ça peut nous bloquer dans notre création donc pareil que Saïm, j'essaie vraiment de prendre du recul sur ça et de me dire
il faut que je fasse ce que j'ai envie et avec les moyens que j'ai. Voilà. Donc là, t'en as parlé un petit peu, Saïm, comme pour chaque discipline, la photo a ses modes. On se souvient de la mode des shoots dans les laveries, la mode des néons, la mode des prismes, par exemple. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, pas forcément pour vous, mais pour le monde en général, posent un vrai danger au niveau de l'homogénéisation des contenus artistiques ? Est-ce que c'est plus un lieu qui justement permet de voir une grande diversité de choses et du coup de s'inspirer, de créer un contenu différent ? Ou au contraire de toujours tendre vers une forme d'homogénéité ? Les réseaux ont quand même une importance dans le sens où je pense que c'est quand même... c'était en tout cas positif, peut-être aujourd'hui ça l'est un peu moins, mais chacun peut apporter à l'autre quelque chose et ça peut... chacun aussi a son style, donc en fait on va pas... Bon, certains copient, mais je pense que c'est tout aussi intéressant pour certaines personnes d'être justement d'avoir des exemples en fait, juste pour se dire tiens, ça c'est cool, mais moi je le ferai pas exactement comme ça. Et du coup voilà, chacun progresse d'une manière très personnelle. Et voilà, donc moi je pense que c'est pas si négatif, mais aujourd'hui, de plus en plus. C'est vrai qu'on a tendance à voir une certaine homogénéité au bout d'un certain moment. Ça dépend des réseaux et des âges aussi des personnes dessus, je pense. Instagram reste encore, je pense, un réseau où on peut voir des choses nouvelles. Le problème, c'est aussi la visibilité de ces choses nouvelles. Parfois, on les voit pas du tout. Et on aura tendance à voir que les mêmes choses, etc. Donc des trends, encore une fois. Et je pense à d'autres réseaux, par exemple TikTok, où il y a vraiment des normes et que si on rentre pas dans ces normes, bah ça marche pas, tout simplement. Donc en fait, ça se fait automatiquement la création de ces normes-là. Et par rapport aux algorithmes derrière qui sont mis en place, qui mettent en avant certains types de contenus, parce qu'en fait c'est vraiment ça, les algorithmes vont mettre en avant certains types de contenus et pas d'autres. Et à cause de ça, justement, ça pousse vers l'homogénéité, vu que le réseau social qui est Instagram, du coup derrière, comme c'est un business, et que le business veut que les personnes restent le plus longtemps possible pour consommer du coup l'application, ça va, je pense, dans une certaine manière, en tout cas, pousser à l'homogénéité. Mais je pense qu'Instagram reste quand même assez diversifié. C'est vrai que c'est dur de se faire respecter entre guillemets par l'application aujourd'hui. Personnellement, maintenant je sais à peu près comment correspondre à Instagram, donc si on veut, on peut rentrer dans la case et donc du coup se faire voir un peu plus. Mais je trouve ça tellement dommage parce que du coup ça peut enlever tout l'univers qu'on a en fait et du coup j'ai décidé d'arrêter parce qu'à un moment donné forcément je postais parce qu'il fallait poster, j'essayais de garder une espèce de rythme et en fait ça m'a bloqué. Je me suis dit mais c'est complètement ridicule de faire ça et de rentrer dans ce système. Je pense qu'il faut se faire confiance, il faut faire ce qu'on a envie et je pense que maintenant il y a quand même un truc qui revient, c'est que oui ça pousse à l'homogénéité mais parfois t'as quand même des gens qui font des choses totalement différentes qui marchent aussi. Donc je pense que c'est vraiment, il faut être confiant et sûr de ce qu'on fait et je pense que derrière ça payera si vraiment on est impliqué quoi. On évoquait tout à l'heure la façon dont vous estimez influencer dans votre travail. À l'inverse, dans quelle mesure estimez-vous que vous influencez le travail des autres ? De par notre style, de ce qu'on fait, forcément des personnes nous suivent, donc parfois veulent reproduire un peu ce qu'on fait, je dis ça en toute humilité, mais juste je sais que il y a des gens qui nous suivent et qui nous posent des questions, qui veulent savoir comment on a fait ce réglage, quel appareil on a, donc forcément on influence. Je pense que oui, dans une certaine mesure, à partir du moment où une communauté qui grandit et que les photos sont mises en favoris, on les voit, les statistiques, et je pense que oui, on influence dans une certaine mesure les gens. Après, il y a deux façons de le voir. Moi, par exemple, quand je vois que les gens s'inspirent un peu de ce que je fais parfois, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que je me dis, bon, en fait, tu deviens un peu une référence en quelque sorte, et c'est cool. Après, l'autre façon de le voir, c'est, il fait la même chose, etc. C'est pas trop gênant, mais c'est pareil, c'est comme ça pousse à l'homogénéité, encore une fois, parfois, je pense que les gens vont être amenés à tester, faire les mêmes choses, parce que moi, par exemple, les mêmes questions que j'ai tout le temps, c'est le matériel, comment je fais mon feed avec ces fameuses barres blanches très, très spéciales, donc j'ai toujours cette question dans tout, je crois, à chaque commentaire de chaque photo. En fait, ça me dérange pas, je leur dis, tu vois, voilà. Mais c'est juste, voilà, c'est vrai que ça fait bizarre de se dire que un travail peut être utilisé autant en tant que référence dans beaucoup de choses, dans des moodboards, dans des inspirations, etc. Mais justement, moi je pense que ça nous fait plaisir. Enfin, moi ça me fait plaisir en tout cas. Aujourd'hui, maintenant, ça me fait plaisir aussi. Mais et puis même ceux qui copient entre guillemets le travail qu'on fait, ça me dérange plus. Je me dis ils font ce qu'ils veulent en fait et ils verront par la suite. C'est comme ça qu'ils vont aussi se trouver leur propre style. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé et que je voyais des gens qui voulaient reproduire un peu ce que je faisais, j'avais quand même un sentiment bizarre et je me disais mais
ça se fait pas. Clairement, ça se fait pas. Et en fait, après, j'ai pris du recul, je me suis dit, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent juste, je pense, s'inspirer et essayer de trouver une façon, voilà, une façon de trouver leur propre style. Et j'ai lâché prise, je me suis dit, bah en fait, qu'ils fassent. Est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé, tous les deux, de ne pas poster une photo qui vous plaisait personnellement parce que vous saviez que votre communauté n'y serait pas forcément très réceptive? Malheureusement, oui, ça m'est arrivé. Parce qu'en fait, quand on est suivi aussi par pas mal de personnes, moi je sais que j'ai un problème avec ça, c'est que je me remets vachement en question et j'ai peur du contenu que je peux parfois livrer. Euh, Alors qu'au départ, pas du tout. Quand j'ai commencé, vraiment, vu qu'on était beaucoup moins nombreux, je me suis dit, bon, de toute manière, moi je poste ça pour moi. Et après, quand la communauté grandit, on a une sorte de recul et on se dit, mais est-ce que je suis toujours légitime de poster ce que j'ai envie? Alors que en soi, oui, mais c'est des questions qui viennent et du coup, forcément, parfois on se contraint de poster des choses alors que c'est complètement bête, je dirais, et ridicule en fait, parce que je veux dire, les gens attendent juste qu'on poste notre travail et c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de ne pas poster un ou plusieurs clichés et aujourd'hui, ça ne m'arrive presque plus et je poste si j'en ai envie. C'est vrai qu'avec la communauté qui grandit, on se met une certaine pression, ça c'est sûr. On se dit, bon, bah là, j'ai posté ça récemment, ça fait beaucoup d'engouement autour de ces posts-là, mais là j'ai envie de poster une photo plus simple, mais est-ce que je la poste vraiment? Vu que j'ai fait des choses très très stylées il y a une semaine, là, on se dit, on peut pas poster ça. Maintenant, même s'il y a des photos que j'aime bien, beaucoup plus simples, que je vais poster quand même. Je vais poster quand même en me disant, tant pis si ça marche ou pas. Et si j'aime bien moi la photo, pourquoi je la posterai pas en fait? Donc moi j'aime bien la photo, je vais la poster, tant pis si ça plaît pas, et le prochain post leur plairont peut-être. Et puis prendre ce recul là m'a fait du bien parce que je me bride plus, enfin ça me fait plus rien voir qu'une photo a pas marché. Moi si je l'aime bien et que je l'ai postée, moi c'est ok pour moi. Mais ça, c'est un côté négatif aussi des réseaux sociaux. À force, ça crée une attente. En fait, on a envie de savoir ce que les gens vont penser. Et quand ça a marché une fois, on a envie que ça marche une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et en fait, parfois, c'est pas le cas. Et du coup, on se remet en question. On se dit, ah, ce genre d'image, les gens apprécient moins. Donc, peut-être que je devrais poster plutôt l'image 1 que j'ai postée qui a marché, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose de négatif parce que ça ne veut absolument rien dire. Maintenant, j'ai pris le recul, mais c'est vrai qu'il y a une période où je faisais vraiment en fonction de ce que les gens aimaient. Et ça, c'est vraiment l'arrivée des réseaux sociaux qui ont créé cette pression, en fait, si je puis dire. Et est-ce qu'il vous est arrivé parfois de vous sentir un peu piégé dans le jeu d'Instagram? Tu parlais, Saïm, de devoir poster avec régularité. Vous venez de parler du fait de parfois poster des photos qui ne vous plaisent pas forcément. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez eu envie de tout balancer, de ne plus jamais revenir sur Instagram? Alors, complètement. Moi, il y a des moments, je me dis, mais en fait, c'est pas pour moi, je veux passer à autre chose, je veux que quelqu'un gère mes réseaux, parce qu'à la fois, on peut pas s'enlever de la toile totalement, mais maintenant, aujourd'hui, ça va mieux parce que justement, j'ai pris le rythme que je voulais. Se faire piéger par Instagram ou se sentir piégé, ouais, c'est toute une question de recul. En fait, il faut pas qu'Instagram prenne trop de place, je pense, dans notre vie, parce qu'au final, quand on reprend du recul, c'est un réseau comme un autre, ça peut mourir demain, ça sert à rien de donner autant d'énergie, je pense, à ça, mais plus d'énergie sur notre travail et l'évolution de notre travail, etc. Si Instagram disparaît, un autre réseau apparaîtra, et voilà. Tu parles d'énergie, mais c'est aussi extrêmement chronophage de préparer un post, de préparer des stories, ça prend des heures et des heures, et du coup, c'est parfois des heures qui pourraient aussi être utiles à la création plutôt qu'à la diffusion. C'est ça. Pour donner un exemple concret, avant, je préparais mon feed. J'avais une application qui permettait de voir en avance sur le mois comment je vais poster. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça fait du bien de faire ça comme ça plutôt que d'être trop, on va dire, contrôlé par le temps et par les jours, etc. Et l'application, comme je disais tout à l'heure, nous pousse à penser comme ça parce que l'arrivée des statistiques, ça a été vraiment un élément majeur parce qu'en fait, forcément, on voit du coup quand les gens sont actifs, quelle tranche d'âge, les horaires, voilà. On voit toutes les portées, les vues. Et ça, forcément, ça nous pousse à dire, ah, cette photo-là n'a pas marché à cette heure-ci, donc je vais la poster plutôt le dimanche à machin. Donc en fait, ça nous aide et ça nous piège, entre guillemets. Je pense en vrai, il faut juste trouver un juste milieu. Le problème, c'est que tu vois, on est freelance. Et du coup, Instagram reste un outil business pour nous. Et ça reste un outil business, l'outil qui ça va être notre portfolio en ligne, on va dire, dans lequel beaucoup de clients vont nous trouver. Donc il faut en prendre soin en quelque sorte, mais il faut pas trop se soumettre à Instagram, c'est-à-dire utiliser l'outil, mais pas que l'outil nous utilise trop, quoi. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est exactement ça. Donc effectivement, les critiques vont bon train sur Instagram. Les photographes l'aiment autant qu'ils le détestent, j'ai l'impression, entre la qualité des images qui est relativement médiocre, l'algorithme obscur qui valorise certains
contenus plus que d'autres, sans parler de la censure immédiate dès qu'il y a un semblant de nudité principalement féminine. Quel est votre avis par rapport à ça ? En d'autres termes, quelle serait pour vous la plateforme idéale ? Moi, je reviendrais un peu au début d'Instagram, du coup. Quand l'application n'avait aucun algorithme, vraiment, c'était en fonction du moment. Donc, c'est-à-dire qu'on publiait, tout le monde voyait la photo. Et du coup, c'était juste simple. J'enlèverais les likes, et par contre, je mettrais en avant les commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Ça aide vraiment. Alors que les likes, au final, c'est qu'un chiffre. Et en fait, c'est vrai que derrière, ça nous aide à voir si la photo a marché, mais c'est pas représentatif. Je trouve que c'est quand même une belle application, donc je reviendrai un peu à ses débuts, tout en gardant du coup quelques changements qui sont hyper importants. Même l'arrivée du coup des vidéos sur Instagram, le fait de mettre les vidéos un peu plus longues. Donc je reviendrai un peu à quelque chose de simple. Le problème avec les réseaux sociaux et tout réseau social, je pense, comme c'est un business, c'est ça le problème, c'est que au début, tout le monde va pouvoir voir, etc., etc. Puis après, le monde dessus va augmenter. Du coup, l'attention que chacun a va diminuer, vu qu'il y a beaucoup plus de monde. Et après, ça va être tu payes ou voilà, et ça devient business oriented un peu. Et je pense que dans tout le cycle de vie d'un réseau social, ça commence toujours comme ça. Donc au début, c'est énormément de visibilité pour tout le monde. On peut mettre en avant son travail. Et dès que ce réseau social-là nous rend addict, justement parce que on a cette visibilité-là, hop, il y a un business model qui se met en place et après on est coincé. Et c'est trop tard vu qu'on est déjà dans la roue. C'est ce qui s'est passé pour TikTok. TikTok, il y a du coup 2-3 ans, qui était Musical.ly avant, ça marchait énormément. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de visibilité, même plus qu'Instagram. Et du coup, c'est pour ça que les gens se sont mis de plus en plus dessus. Mais sauf que du coup, il y a plein de stars de TikTok aujourd'hui qui marchent grâce à ça. Parce qu'au départ, ils sont arrivés au bon moment. Est-ce que beaucoup de photographes font usage de TikTok d'ailleurs ? De plus en plus. Mais sauf que je sais pas trop si... il y a eu une mode TikTok, et là moi je suis plus du tout dessus, donc je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, mais je sais qu'il y avait pas mal de photographes qui mettaient des backstage, qui mettaient en avant du coup leur shooting, la manière dont ça se passe, ce que je trouvais totalement intéressant pour le coup. Et vraiment il y a quelque chose de positif dans TikTok, sauf que il y a tellement de choses maintenant que... Ça devient trop, et puis surtout ce que j'ai l'impression de voir, c'est que j'ai l'impression de voir toujours la même chose, vu qu'il y a c'est vraiment très normé maintenant. Moi j'avais essayé de faire des backstage et je les ai mis, et après j'ai désinstallé, parce qu'en fait je consommais pas, donc je consommais rien, juste j'avais mis des vidéos pour voir, et après quand j'ai commencé à consommer, je voyais toujours les mêmes choses en fait. En plus on peut y passer des heures, c'est le problème, et pire qu'Instagram quoi, tu vois, moi Instagram je passe pas autant de temps que ça au final. Alors je change complètement de sujet. On quitte les réseaux sociaux, on arrive bientôt à la fin de cette interview. L'an dernier, vous êtes parti en road trip aux États-Unis avec une autre photographe, Marie Bouiron, et des modèles, Léna et Lauriane. Quel était l'objectif photographique derrière ce projet ? Il n'y avait pas vraiment un objectif. Le but, c'était vraiment de partir, de voyager, d'être ensemble et de pouvoir faire des photos. Mais il n'y avait pas ce truc de faire vraiment un gros projet photo avec des images déjà imaginées. C'était vraiment partir un peu à l'aventure, se faire un road trip. Donc voilà, vraiment, le but, c'était d'être un peu chill tout en faisant de la photo et en faisant ce qu'on aime. Donc vraiment, derrière, il n'y avait pas vraiment de but, même pas de but professionnel, sauf qu'on a eu finalement une collaboration avec une marque de location, ce qui nous a emmené vers un projet un peu plus pro. Mais voilà, c'est resté vraiment simple et c'est pour ça qu'on a réussi à faire les photos qu'on voulait. Oui, c'est ça. Et puis surtout, je pense, on avait cette envie de créer des photos qu'on aime, mais en dehors, on va dire, des paysages qu'on a l'habitude de voir. Donc, le but principal, c'était surtout de voyager et de juste kiffer. Et ensuite, on a pu prendre des photos, mais très très différentes, vu que c'est des paysages complètement différents. Je pense que c'était un peu aussi une aventure pour reprendre de l'inspiration. Découvrir de nouveaux paysages, justement, ça nous inspire, parce que c'est tout nouveau, donc nos yeux pétillent un peu, quoi. Et ça nous donne envie de prendre pas mal de photos, etc. Et voilà, je pense que ça nous a juste inspiré. Et pour terminer, je voulais vous demander si vous aviez un carnet d'adresses et des moyens illimités, quel serait le projet photographique de vos rêves ? Est-ce qu'il y a une personne, un sujet, un événement que vous rêveriez de photographier ? C'est vrai que si on avait un budget et des moyens illimités pour faire ce qu'on voulait, en fait on peut voir tellement de projets différents. Mais en fait il y a tellement de choses, et c'est vrai qu'on se projette pas forcément, on se voit pas faire des projets comme ça parce qu'on se dit non, c'est impossible. Mais après, des choses que je voudrais faire, c'est par exemple
des lieux hyper anciens ou vintage dont j'ai jamais accès, où j'aimerais c'est ça, pouvoir shooter dedans avec énormément de moyens matériels comme des lumières, enfin beaucoup de choses que j'ai pas justement. Ça serait shooter des personnalités. Après, j'ai pas d'idée de personnalité particulière, mais des grandes personnalités dans des lieux incroyables, etc. Voilà, juste avec très vintage, encore plus vintage que ce que je fais. Mais voilà, par exemple, j'habite à Versailles et par exemple le château de Versailles, ça a toujours été j'ai toujours voulu shoot dedans, mais c'est impossible. Enfin, il faut vraiment les autorisations, etc. Et même des paysages. Là, si je pouvais tout de suite me téléporter, j'irais en Islande faire des photos très cinématographiques, etc. Mais voilà, avec le Covid, pas possible. C'est vrai que du coup, si on parle là de budget, en photo, ce serait vraiment aussi en photo et en vidéo, de voyager et d'avoir des univers complètement différents de ce qu'on peut voir. Ça, c'est vraiment déjà un projet, c'est assez global, c'est-à-dire que j'ai pas genre d'idée précise encore. Après, j'aimerais beaucoup aussi prendre des artistes musicaux, du coup, qui me parlent, en fait, des personnes qui me touchent dans leur texte, dans leur manière d'interpréter, dans leur manière de faire, simplement. Et notamment Christine the Queens, du coup, que je suis depuis très longtemps et qui a vraiment m'a influencé sur plein de choses dans mon art, dans ma créativité. Et ce serait super, du coup, d'avoir un projet avec elle pour, qu'il y ait une finalité, quelque chose qui fasse que voilà, ça soit une étape dans ma vie. Donc si je devais donner un exemple, je pourrais donner celui-ci. Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous, auditrices et auditeurs. Rendez-vous dès maintenant sur la page Instagram de Perspective pour retrouver un condensé du travail de Saïm et Elliot. Tous les liens sont dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, commentez, likez, parlez-en autour de vous. Enfin bref, vous avez l'idée. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.